L'échiquier international, soyez les bienvenus. De chrysanthème en chrysanthème, nos amitiés sont en partance, aurait dit un célèbre auteur belge que nous apprécions particulièrement ici. Le chrysanthème est la fleur symbolisant le deuil en Occident qu'on délivre aux enterrements. L'enterrement de quoi? La partance de quoi? Eh bien des valeurs occidentales, cette civilisation imposant les droits de l'homisme partout et pourtant qui sèche quand il s'agit du massacre à ciel ouvert à Gaza, voire des musulmans en général ou des chrétiens arabes d'ailleurs. Des valeurs occidentales de la devanture donc, valeurs occidentales lesquelles, par son histoire, l'Algérie a toujours observé avec le poids mémoriel. L'Algérie justement ne déroge pas à sa réputation de soutien indéfectible à la Palestine, on l'a vu. La prise de parole remarquée de l'ambassadeur Ammar Boujba à l'ONU qui a introduit en discussion à l'Assemblée le projet de déplacement de population palestinienne voté contre à l'unanimité par l'ensemble des participants. Et puis il y a notre pays africain qui a un héritage à défendre, l'héritage de Nelson Mandela, un spectre de Madiba qui plane un peu et qui motive aussi, et surtout la procédure de l'Afrique du Sud à la CIJ, la Cour internationale de justice contre l'entité sioniste pour génocide. Des dizaines de pays s'y sont associés. Initiative vrai camouflée pour l'Occident et sa moraline. Bien entendu, les médias de cette partie du monde en ont fait très peu écho, qui n'est pas d'ailleurs la CIJ, on le rappelle, on va en parler, mais qui n'est pas la CPI. On verra pourquoi, ainsi que d'autres aspects inhérents avec notre invité du jour, et c'est tout de suite. Pour en parler justement du dossier Razaoui et ses répercussions au niveau mondial, j'ai le plaisir de compter parmi nous à l'échiquier international Sami Raidi, journaliste Al-Moudjahid. Sami, bonsoir, merci d'être des nôtres. Bonsoir et merci pour votre invitation. Alors, Sami, on a beaucoup de choses à voir ensemble ce soir. Ici, on commençait par tout simplement cette une du Moudjahid d'aujourd'hui. On voit, on y lit la diplomatie algérienne brille à Manhattan. Eh bien, cet article qui a fait la une, c'est vous, Sami, qui l'avez écrit. Alors, parlez-nous. Alors, vous revenez à travers votre écrit des rétrospectives des relations entre l'Algérie et la Palestine. Bien entendu, ce qui s'est passé aussi ce week-end avec notre ambassadeur qui a plaidé la cause de la Palestine et qui a parlé aussi du massacre à ciel ouvert. Dites-nous un peu plus sur la situation à Gaza par le truchement de votre écrit. Alors, on est aujourd'hui au 100e jour de cette agression barbare et cruelle et aussi sadique de l'entité sioniste contre le peuple palestinien. L'Algérie n'a pas chômé. Il convient de signaler que lors de l'accession d'Alger au siège de membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, notre pays a porté la voix des sans-voix et la voix des Razaouis qui souffrent aujourd'hui d'un diabolique plan d'extermination et de déportation forcée vers des pays tiers. Donc l'Algérie a porté cette voix-là et cette voix a été entendue par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui unanimement a condamné les velléités sionistes de déporter la population palestinienne de Gaza. Alors, on va en parler aussi, il est question de la plainte de l'Afrique du Sud à la CIJ, mais il semblerait aussi, vous qui êtes journaliste à Moudjahid, que des tabous sont en train de sauter puisque désormais la comparaison entre le projet nazi et le projet de l'entité sioniste s'ancre de plus en plus au sein des éditorialistes de par le monde. On rappelle la solution finale qui était véritablement, on parlait de déportation des Juifs et non pas du massacre des Juifs. On déportait des Juifs, on parlait de la solution à Madagascar. Eh bien, Benjamin Netanyahou dit au Parlement sioniste, je lis que notre problème c'est de trouver des pays qui accueillent les Razaouis. C'est pas encore fait, mais on y travaille. Alors oui, vous parlez de solution finale au sens du nazisme et effectivement la comparaison est très juste dans la mesure où l'on peut dire que le sionisme est un nouveau nazisme. D'ailleurs, il convient de rappeler que le 10 novembre 1975, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 3379 qui stipule que le sionisme est un racisme et une forme de discrimination raciale. Donc effectivement, ce parallèle est vrai et ce depuis les origines.
Alors, effectivement, vous êtes journaliste et vous étudiez aussi le traitement de l'information ailleurs, je viens de le dire. Il semblerait que le dôme de fer sécuritaire se soit un peu, on va dire, fragilisé ou, par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre. Eh bien, on voit également que le dôme de fer médiatique est en train de prendre du plomb dans l'aile. Le terme de génocide durant des années a été accolé aux nazis grâce ou par le biais d'Alfred Rosenberg, qui a été théoricien de comment on appelle ça, de la suprémacisme allemande. Et quand à Nuremberg, quand on lui pose la question d'où vous est venue cette théorie, cette philosophie de la hiérarchie des races, il dit tout simplement qu'il s'est inspiré du sionisme, puisque eux et préconisent qu'il n'y ait pas de mélange des races. Ils sont contre les mariages mixtes. Ils sont pour la hiérarchisation aussi de leur peuple. Et il y a autre chose, c'est qu'ils ne se mélangent jamais au sein des peuples où ils habitent, où ils se réfugient, où ils résident. Mais bien pire que ça, le sionisme est construit sur une vision assez fasciste. D'ailleurs, les leaders du sionisme s'acoquinaient avec les fascistes. D'ailleurs, il y a cette branche du sionisme appelée le sionisme révisionniste qui s'est longuement inspiré du fascisme. Il convient de signaler aussi que le 7 octobre 2023, ce n'est pas que le dôme de fer qui s'est effondré, c'est le mythe de l'entité sioniste, d'une entité sioniste qui s'est construite comme étant invincible, qui s'est effondré devant les coups de boutoir de la résistance palestinienne, qui a montré au monde entier cette supercherie, c'est-à-dire d'une entité barbare, mais qui ne tenait qu'en réalité avec l'appui occidental, l'appui d'un Occident d'ailleurs en faillite morale, en faillite économique et aussi qui apparaît aujourd'hui comme étant complètement à la ramasse des derniers faits historiques et de l'histoire. Hein. L'histoire va balayer, je pense, et va retenir avec dureté cette domination occidentale sur le monde. En effet. Alors, vous disiez... Qui n'a été qu'une succession de génocides et de massacres. Hein. Il faut le souligner. Alors, on le disait, Alfred Rosenberg, un des grands dignitaires nazis, s'est inspiré du sionisme, mais il y a autre chose. En 1932, il y a ce qu'on appelle le pacte d'Avara. C'est une entente entre les sionistes et les nazis. Il était question que dès 1932, que d'une certaine manière la bourgeoisie sioniste ait le droit de quitter l'Allemagne nazie. C'est le fameux plan de transfert. Hein, exactement, c'est le traitement d'Avara entre 1932 et 1933, et que les pauvres juifs demeurent en Allemagne dans un premier temps. On connaît la suite, donc on voit, hein, il y a quand même des accointances dès les origines entre les nazis et les sionistes. Mais plus que des accointances, moi je réitère mes propos que j'ai tenus il y a de cela quelques minutes. Le sionisme est un nouveau nazisme, est un néonazisme, et on le voit au quotidien, c'est-à-dire qu'il est basé sur une prétendue pureté de la race et une volonté d'exterminer tous ceux que l'on considère comme étant inférieurs. C'est plutôt le sionisme qui précède le nazi. Donc c'est ça qui est intéressant quand on étudie l'histoire. Sauf qu'il y a une particularité, c'est que le sionisme se base sur une pureté raciale, mais également religieuse. Et c'est ça aussi la singularité de ce projet. Alors, justement, quand on étudie un peu la situation à Gaza, le terme de génocide devient de plus en plus, qui se vérifie de plus en plus, est de plus en plus vérifié, alors que pendant des années, le terme de génocide était tout simplement accolé au génocide des Juifs. On voit que ce terme de génocide se retourne lui-même contre l'entité sioniste. C'est factuel, les faits sont là. Je veux dire que depuis le 7 octobre, l'entité sioniste perpètre des massacres quotidiens. On est au 100e jour de cette agression sauvage. Nous sommes à plus de 24 000 Palestiniens qui ont été tués lâchement, dont 70% de femmes et d'enfants. Vous savez, le chiffre des enfants assassinés par l'entité sioniste dépasse les 10 000.
au sein de ce... Vous donnez des chiffres, vous donnez des données dans vos articles. Il y a plus de 60 000 tonnes de bombes qui ont été larguées sur Raza, la martyre. Vous savez ce que c'est que 60 000 tonnes de bombes? C'est l'équivalent de entre 4 et 5 bombes nucléaires qui ont été larguées sur Hiroshima. Donc vous voyez l'ampleur sur une des populations, de cette sauvagerie. Sur un des territoires les plus denses de la planète. Sur l'un des territoires les plus denses, c'est-à-dire Raza est composé de 2 millions d'habitants qui vivent sur un territoire qui fait à peu près un tiers de la wilaya d'Alger. Pour faire la comparaison. Donc effectivement, le génocide est là, il y a une volonté, il y a des discours qui sont tenus quotidiennement par les criminels de guerre de l'entité sioniste, donc ces responsables, si on peut appeler ça des responsables, qui quotidiennement parlent d'animaux humains, qui expriment une volonté génocidaire. Donc voilà le dossier d'ailleurs. Sur ce fameux projet de déportation, là on a parlé de certains pays africains, on a dit qu'ils étaient intéressés, notamment le Rwanda ou le Congo. Certains médias sionistes disent que les représentants de l'Afrique sont intéressés. On a parlé aussi de déporter des Palestiniens même en Europe et en Égypte. Qu'est-ce qu'on sait exactement de ce Voire projet ? Au Canada aussi. Au Canada, qu'est-ce qu'on sait exactement de ce projet de déportation ? Tout est dit, tout est son contraire. Qu'est-ce qu'on sait exactement ? Écoutez, on sait que dès les premières heures de l'agression sioniste le 7 octobre, des rapports même qualifiés de secrets sont sortis sur Internet, ont été publiés en masse sur les réseaux sociaux et qui effectivement faisaient part de la volonté de l'entité sioniste de déporter tout un peuple et de coloniser ce territoire, c'est-à-dire de l'annexer, ni plus ni moins, comme ce qu'il a fait en 1948. Donc on peut parler aussi, en plus de génocide et de déportation de tout un peuple, on peut parler de Nakba bis repetita. Et il y a un point qu'il faut relever, c'est le courage de 2 capitales africaines qui sont Alger et Pretoria, qui ont qui fidèles à leur histoire respective, ont décidé de se lever et de mener ensemble cette résistance diplomatique contre une entité diabolique, fasciste et éminemment nazie. Vous revenez dans votre écrit, encore une fois, à l'article d'El Moudjahid aujourd'hui, qu'un projet de déportation d'une population, et selon les conventions de Genève, est un crime contre l'humanité. Tout à fait. Mais revenons ensemble à la plainte de la CIJ de l'Afrique du Sud, une plainte en bonne et due forme. Comme tout accusé a le droit de se défendre, les juristes sionistes doivent prouver 2 choses essentielles, alors que les sionistes respectent le droit international, que l'entité sioniste ne pratique pas de génocide à Raza, et selon ce qu'on observe en Palestine et à Raza, c'est pas gagné, et comme d'habitude, on s'attend à une inversion accusatoire des juristes sionistes. Mais là, c'est même perdu d'avance. Mais plus globalement, à quoi s'attendre exactement ? Est-ce qu'on connaît les étapes judiciaires ? Est-ce que si l'entité sioniste est retenue coupable, quelles sont de quoi elle va être, quelles sont les conséquences sur sa politique étrangère avec les alliés ? Comment ça va se passer ? Qu'est-ce qu'on sait ? Alors cette procédure peut être analysée sur 3 temps. Le premier temps, c'est l'ouverture de la plaidoirie le 11 janvier dernier. Cette plaidoirie a duré 2 jours, donc le 11 et le 12. Ensuite, très rapidement, on peut attendre la promulgation d'une ordonnance sur les mesures urgentes, c'est-à-dire que la Cour internationale de justice est saisie, donc là elle aura aussi une action, contraignante pour exiger la fin du génocide en Palestine occupée. Puis, dans un 3e temps, elle jugera, donc sur un long terme, le crime de génocide. C'est-à-dire, elle aura pour mission de reconnaître le génocide. Mais dans un premier temps, elle va promulguer, on attend en fait la Cour internationale de justice pour qu'elle promulgue l'ordonnance de mesures urgentes en exigeant de l'entité sioniste de stopper son génocide en cours. Alors, on rappelle, la CIJ, la Cour internationale de justice, n'est pas la CPI. Je veux dire, dans les statuts, la CIJ, si l'entité sioniste est reconnue coupable, selon les statuts, l'ensemble des membres, dont les États-Unis et l'Europe, seront obligés de marginaliser l'entité sioniste. Ils seront même contraints. Mais voilà. J'en viens à ma question.
quels sont les moyens pour stopper, vous l'avez dit, le génocide? Quels sont les moyens de coercition contre l'entité sioniste? Alors, c'est une très bonne question parce que les moyens prévus par le droit international peuvent être appliqués que par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, on constate que ce Conseil de sécurité des Nations Unies est sclérosé par certains membres permanents qui usent de leur droit de veto pour empêcher toute action coercitive contre l'entité sioniste. Toutefois, se pose sur la table la question de la réforme de ce Conseil de sécurité, projet qui a été d'ailleurs formulé par l'Algérie, qui prône une réforme radicale du Conseil de sécurité pour le démocratiser et le rendre efficient. 32 résolutions contre l'entité sioniste bloquées par les États-Unis d'Amérique au cours de l'histoire de l'hémicycle. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire le terme « TUSPA » ? Alors, ce terme... C'est de l'hébreu, TUSPA. La TUSPA, oui. Normalement, ma mémoire ne me trompe pas, ce terme veut dire le culot. Le culot extrême. Et c'est un moyen Le culot extrême, c'est un terme hébreu qui renvoie justement à la désinformation à être tout honte bu, un culot extrême, avoir une sorte de pas rougir, par exemple, quand on est pris la main dans le sac. Est-ce qu'on vous attendait à une certaine TUSPA par rapport concernant les officiels sionistes si jamais la décision de la CIJ tombe pour prouver qu'il y a un génocide? Alors la TUSPA est permanente, c'est irresponsable. Elle commence déjà, Benjamin Netanyahu accuse l'Afrique du Sud d'être antisémite. Oui, tout à fait, ce n'est pas une surprise. Donc la TUSPA est permanente chez ces irresponsables de l'entité sioniste. Toutefois, vous savez, la vérité prend un peu les escaliers, tandis que le mensonge l'ascenseur. Donc la vérité finit toujours par arriver. Et je pense que l'on est à la fin d'un cycle et cette entité barbare et fasciste est, je pense, dos au mur. Donc elle ne pourra plus, elle n'a plus trop de marge de manœuvre. Comment vous voyez, on voit la tournée de Blinken la semaine dernière, il avait rencontré des dignitaires arabes et du Moyen-Orient pour peut-être plaider un recul de la crise au Moyen-Orient. On voit ensuite que 3 jours après, il y a des bombardements qui s'orchestrent contre le Yémen. Est-ce qu'on s'attend à une année 2024 avec un Moyen-Orient plutôt chamboulé? Alors oui, le risque est d'une escalade et là, l'ensemble des ingrédients de cette escalade sont réunis. Donc il faut appeler aussi peut-être l'ensemble de la communauté internationale à se mobiliser davantage pour éviter le pire, parce que lorsqu'une guerre régionale ou mondiale commence, on sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand elle termine. On sait comment c'est une guerre, on ne sait pas comment la conclure. Alors, dites-moi, les Européens, les Occidentaux voient ce massacre à Gaza de manière un peu distancée. Comment vous jugez-vous cette distance, avec un euphémisme, bien entendu? Alors, c'est la politique de l'autruche qui encore une fois est d'une hypocrisie incroyable quand il s'agit de cet Occident qui a ses propres combats, qui s'offusque de certaines choses et pas d'autres. Donc en fait l'Occident a depuis bien longtemps perdu le peu de crédibilité qui lui restait et son humanité surtout. Son humanité, certains dignitaires arabes aussi ont été, il faut le dire, ont fait preuve d'inertie par rapport à la situation à Gaza, peut-être pas tous, parce que quand on dit les pays arabes, il y en a plusieurs. On ne peut pas, par exemple, mettre dans la même catégorie la Libye, l'Algérie, avec certains du Moyen-Orient, mais quand même, on sent une certaine prudence quand il s'agit de critiquer l'entité sioniste, surtout quand il y a des massacres qui sont maintenant prouvés, vérifiés. Comment vous jugez cette diplomatie arabe? Je vais être un peu plus dur que vous. Je dirais même qu'il y a une odeur aussi de lâcheté quand on voit par exemple la position de certains États comme le régime tyrannique marocain qui s'acoquine quotidiennement avec l'entité sioniste et qui a depuis bien longtemps trahi la cause arabe. Les Marocains, on le rappelle, il faut le dire, ils ont
participé à la coalition qui a bombardé Le Yémen. les Houthis du Yémen pendant 8 ans. On ne comprend pas aussi cette diplomatie marocaine qui, pourtant loin de chez elle, qui s'intéresse au Yémen alors qu'il y a une population qui souffre et c'est peut-être le cas pour beaucoup de régimes. Mais alors qu'on sait que la rue marocaine et la rue arabe en général prend fait et cause pour la Palestine, au détriment des décisionnaires. Alors en fait, encore une fois, ce n'est pas une surprise. Rabat a toujours été ce qu'il est, c'est-à-dire le cheval de Troie de l'impérialisme occidental, du sionisme dans la région, et aujourd'hui a officiellement pris fait et cause pour l'entité sioniste, et donc pour le génocide des Palestiniens. Et l'histoire retiendra cela. Alors, dernière question, on sait que certains pays qui avaient pris fait et cause pour la Palestine durant leur histoire, la Libye, l'Algérie, peut-être par certains moments aussi l'Irak, l'ont payé cher. Oui, ce fameux front du refus et de la fermeté. Et effectivement, ils l'ont payé cher parce qu'ils ont subi aussi des politiques de déstabilisation de l'Occident, voire de destruction hein, lorsque l'on parle de l'Irak. Mais toutefois, on peut voir que cet axe-là est encore vent debout, que l'axe de la résistance est debout et que l'Algérie multiplie ses efforts pour défendre les causes justes, à leur tête les causes, par exemple, palestiniennes, mais aussi sahraouis, c'est-à-dire qu'Alger, cette Mecque des révolutions, est encore vent debout et agit au quotidien pour défendre l'honneur arabe. Même l'Afrique du Sud, hein, bien sûr l'Algérie est un cas exceptionnel, mais l'Afrique du Sud avec peut-être ce spectre de Madiba, Nelson Mandela qui continue à planer, et l'Afrique du Sud, Pretoria qui continue à porter cet héritage et qui s'arc-boute par rapport à cette mesure procédurière à l'endroit de l'entité sioniste. On voit qu'il y a une tradition pour certains pays, ils n'en dérogent pas, bon an, mal an. Tout à fait. Et c'est très intéressant de citer le cas de l'Afrique du Sud. Et d'ailleurs, en 2023, puis en 2024, je suis persuadé qu'on va assister à ce retour en force de cet axe Alger-Pretoria pour la défense des causes justes et pour cette tradition éminemment anti-impérialiste et pro-liberté en fait, et indépendance. Comment vous voyez la suite par rapport aux événements à Gaza, le monde arabe, le Moyen-Orient? Est-ce que l'entité sioniste va continuer à bombarder? Est-ce que on va demander un cessez-le-feu? Comment vous voyez les prochains mois par rapport à cette situation? Alors les éléments qui apparaissent actuellement sont très inquiétants parce que l'on voit une fuite en avant, une folie meurtrière de cette entité sioniste et ce qui peut être rassurant, c'est qu'il y a une prise de conscience auprès de la communauté internationale et des peuples qui, cette fois-ci, se sont mobilisés massivement dans les rues même d'Occident pour appeler à remettre ce régime fasciste à sa place, c'est-à-dire dans les poubelles de l'histoire. Et Netanyahou, comment vous voyez le futur de Netanyahou? Écoutez, cette entité sioniste n'a pas que, en fait, c'est pas que la figure de Netanyahou, c'est-à-dire que cette entité sioniste a pour ADN le fascisme, le racisme, l'islamophobie, l'expansionnisme, la haine de l'autre. En ce moment que leur représentant actuel, c'est Netanyahou. Oui, ça se cristallise sur la figure de Netanyahou, et ce dernier doit être jeté en prison parce que c'est un criminel, un meurtrier et un génocidaire. Le mot de la fin, sur quoi vous travaillez actuellement? Quels sont le prochain écrit? Vous avez fait plaisir avec un article sur la diplomatie algérienne, sur l'histoire entre la diplomatie algérienne et l'autorité palestinienne, et surtout les rétrospectives peut-être à suivre. Vous travaillez sur quoi actuellement? Alors actuellement, aujourd'hui plus précisément, j'ai effectivement travaillé sur le 100e jour de cette agression barbare contre Gaza, qui est voilà, martyr. Et peut-être mes dernières paroles, c'est vive la Palestine libre et indépendante et nul ne doit oublier que personne ne peut mettre à genoux la volonté d'un peuple.
Et c'est avec cette conclusion plutôt en hommage, encourageante, qu'on terminera notre rendez-vous du jour et notre discussion. Samir Qaïdi, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, journaliste à Al Moudjahid. J'espère qu'on vous verra très bientôt sur le bateau de l'Échiquier international. Le numéro du jour arrive à sa fin, mais n'ayez crainte, on se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.